Je contemple la vie à la manière d'un aveugle qui vient de recouvrer la vue après des siècles passés dans les ténèbres. À mon retour de Nice, le patron me congédie pour m'être absenté une semaine supplémentaire sans autorisation. Par chance, je retrouve un travail de manœuvre 2 jours plus tard dans une petite entreprise du bâtiment. Je cherche aussi un autre logement, car j'ai pris la décision de faire venir ma femme et mon fils à Marseille. Quand Redouane revient à Marseille, ma situation a considérablement évolué. J'habite maintenant un appartement de 3 pièces dans un immeuble tranquille, au-dessus du Vieux-Port. Je ne paie pas de loyer, car j'en suis le propriétaire depuis peu. Ce joli rêve s'est concrétisé à la manière d'un conte de 1001 nuits. Le banquier a quitté définitivement l'Algérie. Au terme d'une longue et brillante carrière, il a obtenu une promotion qui l'amène à rejoindre son nouveau poste à Paris. Sa femme et lui me rendent visite 10 jours après leur arrivée à Marseille. Ils acceptent de dîner avec moi au restaurant d'Ahmed, lequel organise une soirée exceptionnelle à leur intention. En les accompagnant à leur hôtel, la femme du banquier m'a tendu une grande enveloppe en me disant « Nous avons pensé que cela te ferait plaisir de ne plus dépendre de quelqu'un pour le logement. Nous t'avons acheté un petit appartement. Ce n'est pas une merveille, mais te dépannera pendant quelque temps. Tu trouveras dans l'enveloppe les clés ainsi que l'acte de propriété à ton nom. Tu disposes d'une semaine pour réaménager, car c'est le temps qu'il te reste avant de commencer ton nouveau travail. Mon mari t'a trouvé un emploi sur le port. Si tu te montres sérieux, on nous a promis que tu changerais très vite de statut. Nous partons demain à Paris. Promets-nous que si tu as un problème, tu n'hésites pas à nous le dire. » Je le leur promets. Et ce soir-là, je rentre chez moi en pleurant comme un enfant. Ma femme a accouché d'un deuxième enfant, une fille, que j'aurais volontiers nommée Lucette, si je n'avais pas été tenue de respecter nos coutumes. Yasmina est notre nouvel enfant. Ahmed et Samir ont fait venir leur femme d'Algérie, peu de temps après seulement que je sois allé chercher la mienne. Ces départs ont engendré des polémiques qui n'ont pas tardé à faire des vagues au douar. Passé le moment de stupeur causé par notre décision, la famille s'est élevée avec vigueur contre cette résolution qui lui semble suicidaire pour l'avenir du douar. L'offensive a été déclenchée surtout par les plus âgés, qui craignent que la fièvre de l'immigration ne s'empare des hommes et ne vide ainsi le douar de ses forces vives. Je suis conscient du problème soulevé par notre départ. Certaines personnes âgées, celles qui n'ont pas de descendance mâle, ne sont pas ou ne seront bientôt plus en mesure d'assurer les travaux au champ. Pour elles, chaque départ signifie une diminution d'un concours vital à leur survie. Ce risque est réel. Plusieurs jeunes m'ont déjà demandé de leur trouver un emploi à Marseille. Ils sont prêts à faire n'importe quel travail, du moment que c'est en France. Des nouvelles complètement farfelues concernant les salaires commencent à se propager dans les douars. Le bureau de l'immigration mène cette campagne qui est très rapidement relayée par les immigrés eux-mêmes. On parle de salaires faramineux, d'abondance, de filles faciles, et je ne sais quoi encore aussi fantaisiste. Dans ces conflits feutrés, Rabat hésite sur l'attitude à adopter. Ses intérêts lui dictent de prendre position en faveur de la stabilité du douar. Mais il y a sa fille, qui n'accepte pas de voir seule au douar, loin de son mari. Dans tous les conflits au sein d'un ménage, Rabat se range invariablement du côté du mari.
et le chef de file de ceux qui estiment que les femmes sont virtuellement des prostituées et qu'à ce titre, elles ont toujours tort. Il manifeste un profond mépris pour les femmes qui, selon lui, doivent se taire et se plier sans discuter à la volonté du mari. Ces idées sont si imprégnées en lui qu'il ne fait aucune exception. Ainsi, avant d'être sa fille, Nadia est une femme. Il applique donc ses convictions de façon tout aussi radicale. Et Dieu sait pourtant combien il apprécie Nadia, qu'il range à part dans son cœur. Finalement, nous trouvons un compromis équitable et qui arrange tout le monde. Chaque homme partant pour la France doit régler annuellement une certaine somme qui sera ensuite distribuée aux familles les plus démunies. Cette somme est une garantie pour les plus âgés de ne pas se retrouver seuls et sans ressources. 4 ou 5 mois passent. Rodouane réapparaît. Dès le premier instant, une intuition me dit qu'il est mêlé directement aux récents événements d'Algérie. Le 1er novembre, en effet, le Front de libération nationale, une organisation jusque-là inconnue, a signé les attentats perpétrés sur l'ensemble du territoire algérien. À Marseille, nous avons été tous surpris, pris de court par ces actions. Passé la stupeur, nous avons été impressionnés par ces nouvelles méthodes d'action revendicatives. On n'improvise pas en effet de tels actes simultanément en différents points du pays sans avoir des assises solides. Cela suppose une organisation forte, une coordination sérieuse, des militants décidés et des moyens financiers importants. Mais nous ne pensions pas vraiment à tous ces aspects, tant nous avons été surpris. Nous n'avions retenu que le mot d'ordre d'indépendance, qui sonne doux à nos oreilles, et le fait que ces militants ont osé défier le pouvoir colonial en prônant la voie de l'insurrection armée, la voie la plus difficile, la voie la plus dangereuse surtout, nous fait réfléchir. Les mouvements nationalistes sont tous implantés de longue date à Marseille. Leur influence est réelle parmi une catégorie de la communauté algérienne. Ils font partie du paysage quotidien de la ville. Ils sont plus ou moins actifs selon les événements, mais dans l'ensemble, les Algériens restent à l'écart des turbulences politiques organisées. Nous sommes davantage spectateurs qu'acteurs. Au mieux, nous savons que telle ou telle personne appartient à un mouvement nationaliste. L'engouement pour le militantisme n'est pas notre fort, même si les thèmes nationalistes prennent de l'importance dans nos consciences. Les ouvriers sont pris dans le tourbillon de la vie des chantiers et disposent de peu de temps à accorder au débat de l'opposition. Après une semaine de dur labeur, les ouvriers pensent davantage à se détendre qu'à discuter des subtilités politiques avancées par les partis. Chaque organisation reste dans sa zone traditionnelle d'influence et il n'y a pas d'incident notable à noter. Mais après l'annonce de la déclaration de l'insurrection armée par le FLN, l'impact a été diversement ressenti dans les milieux nationalistes organisés. Quelques esprits échaudés se sont braqués contre ces apprentis révolutionnaires. Pourtant, il n'y a pas eu de remous particulier entre les diverses composantes du courant nationaliste. J'ai vu juste. Rodouane est non seulement aux premières loges, mais de plus, il fait partie du premier carré de militants du FLN sur Alger. Je peux puiser aux sources toutes les informations que je souhaite sur cette nouvelle organisation qui est parvenue à ébranler nos consciences. Elle se met peu à peu en place. Son importance quantitative est toute relative, mais elle a décidé de pallier cette faiblesse en engageant une vaste politique de recrutement. Il faut imposer le FLN comme l'unique organisation de libération, l'objectif étant de renforcer la lutte armée,
d'étendre le réseau de militants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie et d'exiger de tout Algérien un soutien financier. D'autre part, j'apprends les raisons de la venue de Rodouane en France. Sous couvert de ses activités commerciales, il va sur Lyon engager des pourparlers avec des commerçants algériens sympathisants d'une organisation concurrente. Son rôle est de les convaincre de cesser le financement d'un mouvement autre que le FLN. Il a mission de les amener à se joindre aux combattants de la libération. Après cette négociation, il doit revenir dans la région afin de poursuivre un travail identique. Le FLN a dépêché pour le reste de la France d'autres responsables afin d'effectuer la même démarche auprès des ouvriers et des militants nationalistes. Rodouane me confie qu'il n'a pas été très chaud pour exécuter cette tâche. Il aurait préféré de loin rejoindre le maquis, où il se sent davantage dans son élément. Je suis heureux de savoir que Rodouane fait partie de cette organisation. Il possède l'étoffe d'un dirigeant de haute envergure. Il n'a rien d'un illuminé ni d'un fanatique, comme il m'a été donné d'en rencontrer dans le milieu militant nationaliste. De plus, il est posé, réfléchi. Il possède de grandes qualités humaines et penche toujours pour les solutions raisonnables. Son implication dans cette nouvelle organisation signifie qu'il a mûrement médité avant de s'engager. Pour moi, cela plaide en faveur du FLN, car j'ai pour habitude de juger une organisation à travers la qualité de ses militants. À son retour de Lyon, un mois après, Rodouane manifeste une agressivité que je ne lui connaissais pas. Il est furieux d'avoir rencontré autant de difficultés à faire admettre le point de vue du FLN. Les commerçants lyonnais ont fait montre d'une résistance inattendue. Certains l'ont, lui et deux autres militants du FLN qui l'accompagnaient, menacés de représailles physiques s'il avait l'audace de retourner les voir. Il rencontre dans notre ville des problèmes similaires. Les gens se méfient de la lutte armée et ont peur de la répression qui ne manquera pas de s'abattre sur eux. Ils sont d'accord pour soutenir une opposition légale, mais refusent catégoriquement de cautionner des actions violentes. Rodouane est secoué et son enthousiasme en prend un sérieux coup. Il était si sûr de lui en venant en France qu'il se met dans une colère noire pour s'être trompé aussi lourdement. Il rumine longtemps sur l'échec de sa mission. Il faut dire qu'en peu de temps, les luttes d'influence ont pris une tournure différente. Les organisations traditionnelles ont décidé maintenant de barrer la route au FLN. Cette fois, le motif est sérieux. La concurrence ouverte risque de bouleverser les assises des mouvements bien établis. Le FLN a choisi de conquérir de nouveaux terrains d'influence et se trouve confronté immédiatement à de sérieuses réactions. Les militants des mouvements traditionnels ne sont pas prêts à suivre le FLN, encore moins à le laisser s'implanter dans leur zone d'influence. Les organisations de l'opposition se liguent maintenant pour tenter de marginaliser le FLN, en employant les méthodes musclées. La guerre des mouvements nationalistes est déclarée. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous appeler.